Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info, une nouvelle fois pour traiter de sujets dont nos grands médias ne parlent pas beaucoup, mais cette fois-ci, exception à la règle, je vais parler d'un sujet qui a malgré tout réussi à faire la une de l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines. Il s'agit de la situation dans un pays du continent africain qui fait l'actualité ces jours-ci. Alors, un petit retour en arrière d'abord. J'ai coutume de dire que je ne croirais en l'enracinement de la démocratie en Afrique que le jour où un candidat issu d'une minorité ethnique sera élu président dans l'un des pays de ce continent africain. Trop souvent, dans les différents pays où j'ai vécu, je n'ai pu que constater avec tristesse que le jour du vote, le réflexe tribal, ethnique, l'emportait et déterminait le résultat de l'élection. Les électeurs votaient pour le candidat issu de leur groupe ethnique ou de leur région d'origine, même s'ils savaient pertinemment que ce candidat était incompétent ou corrompu, voire les deux. C'est ainsi qu'en 1994, au Malawi, pays qui sortait de 30 années d'une dictature féroce et d'un régime à parti unique, j'ai pu faire pour la première fois l'expérience de cette tendance ethnique. En effet, lors du premier scrutin multipartisan, c'est un homme d'affaires originaire du Sud, la région la plus populeuse du pays, qui l'emporta. Or, ce candidat, Bakili Muluzi, était un ancien apparatchik du parti unique qui s'était reconverti dans le monde des affaires et qui n'avait rejoint le combat pour le multipartisme qu'au dernier moment, contrairement à un autre candidat, Chakufwa Chihana, un syndicaliste qui avait lutté au péril de sa vie et de sa liberté contre la dictature et qui avait fondé le premier parti d'opposition alors même que le système à parti unique était toujours en place. Et pour cela, il avait été jeté en prison. Il avait donc payé le prix de son combat, seul contre l'appareil du puissant parti unique. Chihana était originaire du nord du pays, la région la moins peuplée du Malawi. Je devais faire sa connaissance quelques mois avant la première élection présidentielle libre, alors que je séjournais dans son modeste hôtel au bord du lac Malawi, dans le nord. Il était alors très populaire, et nombre d'analystes prédisaient sa victoire. Lui-même me parut confiant, trop confiant peut-être. Car c'est le sudiste Muluzi qui parvint à battre non seulement Chihana, mais aussi le président sortant, le nonagénaire Hastings Kamuzubanda, originaire, lui, du centre du pays, et qui était arrivé en seconde position. Quant à ce pauvre Chakufwa Chihana, il n'arriva qu'en troisième position. Le Malawi perdit ensuite 10 années, c'est-à-dire la durée des deux quinquennats de Bakili Muluzi, marqués par une corruption généralisée et une détérioration de la situation économique. Je devais par la suite revivre ce scénario d'élections marquées par le préjugé ethnique dans différents pays d'Afrique.
La nouvelle de l'élection de Mohamed Bazoum au Niger en février 2021 m'avait réjoui. J'en avais d'ailleurs parlé dans une émission le 24 février 2021. J'ai retrouvé cette émission et voici ce que j'écrivais ou ce que je disais à l'époque. Je me cite. L'un des pays les plus pauvres de la planète vient de donner un bel exemple de maturité démocratique. Il s'agit du Niger. Cet exemple est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord parce que le président sortant, après avoir accompli 2 mandats de 5 ans, n'était pas candidat à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler pacifiquement dans ce vaste pays sahélien. Mahamadou Issoufou, arrivé au pouvoir par les urnes, je le souligne, par les urnes, en 2011, avait été réélu en 2016 en refusant d'être candidat à sa propre succession en 2021, il a respecté la constitution de son pays, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cela pourrait paraître banal, anodin, à vous, chers auditeurs. En France, depuis la création de ce poste de président de la République, il n'y a qu'un seul homme qui est parvenu à accomplir 2 mandats. Il s'agit de François Mitterrand, et c'était 2 septennats à l'époque. Et personne en France n'a même songé à effectuer un 3e mandat, même à l'époque où la Constitution ne l'interdisait pas encore. En Afrique, ce respect de la Constitution et cette absence de volonté de s'accrocher au pouvoir sont tout à fait exceptionnels. Trop souvent, les présidents sont tentés de susciter une modification de la Constitution qu'ils avaient pourtant eux-mêmes promulguée afin de pouvoir se représenter. Fin de citation. Après avoir cité les quelques mauvais exemples africains tels que l'Ouganda, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, je poursuivais mon propos dans cette émission d'il y a un peu plus de 2 ans. Je me cite à nouveau. C'est donc avec envie et admiration que les Ougandais, les Camerounais et les Congolais ont dû suivre le déroulement de l'élection présidentielle nigérienne. Pourtant, le Niger cumule les difficultés. Il s'agit d'un pays couvrant une superficie de 1 267 000 km², soit 2,5 fois la France, sans accès à la mer et doté de frontières rectilignes absurdes, héritées du colonialisme français et anglais, puisqu'il a une frontière commune avec un pays anglophone, le Nigeria. Le Niger utile se limite à l'extrême sud-ouest du pays, du côté de la vallée du fleuve qui a donné son nom au pays, alors que la partie du cours du fleuve Niger coulant en territoire nigérien est relativement courte, beaucoup plus courte en tout cas que la partie malienne en amont ou la partie nigériane en aval. C'est au bord du fleuve Niger que se situe la capitale, Niamey, complètement excentrée par rapport au reste du pays. Le territoire du Niger est constitué à 80% du Sahara et du Sahel. Seule une bande au sud est relativement verte. L'accès à l'eau est un problème pour la majorité de la population. Le désert progresse de 200 000 hectares chaque année. En 1960, année de son indépendance, le Niger comptait à peine 3 millions d'habitants. 60 années plus tard, on estime que la population du Niger a dépassé les 20 millions d'habitants.
le taux de fécondité au Niger est le plus élevé au monde, avec 7,6 enfants par femme en 2018, soit une augmentation par rapport à 2006, quand la fécondité était de 7 enfants par femme. D'après une étude des Nations Unies, la population du Niger pourrait atteindre 79 millions d'habitants en 2050, puis 209 millions en 2100. Toutefois, cette projection implique que le taux de fécondité au Niger diminue progressivement vers 2,5 enfants par femme d'ici à la fin du siècle. Cette supposition est sans doute très optimiste, puisque l'on assiste au contraire à une augmentation de la fécondité depuis plusieurs années. Selon l'UNICEF, 30% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 75% avant 18 ans. Ces mariages ont souvent pour conséquence d'interrompre la scolarisation des filles. La forte croissance démographique s'explique donc par un taux de fécondité très élevé, par la jeunesse de la population, dont l'âge moyen n'est que de 15 ans, un faible niveau d'éducation et une société patriarcale où les hommes travaillent au champ, 79% de la population vit en zone rurale, tandis que les femmes restent au foyer et font du maraîchage. Il n'y a pas de système de retraite au Niger. Les enfants sont censés s'occuper des parents lorsque ces derniers deviennent vieux. Il convient donc d'avoir le plus grand nombre possible d'enfants afin d'assurer ces vieux jours. Le taux d'alphabétisation n'est que de 29%, 42,8% pour les hommes et 17,1% seulement pour les femmes. Le taux brut de scolarisation est de 72,9%, 81,9% pour les garçons et 63,9% pour les filles. Les plus importantes ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole. Les exportations vers la France de l'uranium des mines d'Arlit ont longtemps constitué une part importante du revenu extérieur du pays. Bien que le Niger soit l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde, il figure dans les derniers de la planète en matière de développement humain. Il occupe en effet la 189e place sur, je crois, 194 ou sur 195. Je rappelle que l'indice de développement humain se fonde principalement sur plusieurs critères: le produit intérieur brut par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus, ainsi que les inégalités sociales. Rappelons que la France a besoin de 8 à 9 000 tonnes d'uranium naturel par an pour fabriquer le combustible alimentant son parc de 58 réacteurs nucléaires. Une bonne part de cet uranium est extrait par Areva de la mine nigérienne d'Arlit. Les mines de charbon de la région de Chirozérine sont exploitées à ciel ouvert. Le Niger dispose aussi de réserves de pétrole conséquentes. La région d'Agadez, Zinder, Tahoua et Difa regorgent de pétrole. En 2012, la production était de 20 000 barils par jour. En 2014, elle atteignait déjà 80 000 barils par jour. Mais le problème, bien sûr, c'est l'exportation. Les ports pétroliers étant très loin et en dehors du Niger, bien sûr, pays enclavé. L'agriculture demeure le secteur économique qui mobilise la plus grande partie de la population, environ 90%. Le PIB par habitant est de 1 200 $, structurellement insuffisante
et peinant à suivre une augmentation de la population de 3,3% par an, la production agricole, essentiellement des céréales, est périodiquement affectée par des années de sécheresse et par des invasions de criquets. En 2004, les deux fléaux ont frappé ensemble le pays et cela s'est traduit par une grave crise alimentaire au début de 2005. Les principales céréales produites sont le mil et le sorgho. La vie politique nigérienne depuis 1960 a été ponctuée par des coups d'État militaires, le premier ayant renversé le père de l'indépendance, Hamani Diori, en 1974. Le coup d'État le plus récent date de 2010. Après des élections reconnues comme libres et transparentes par les observateurs en mars et avril 2011, Mahamadou Issoufou avait été élu. Il fut réélu lors de l'élection présidentielle de mars 2016. Malheureusement, l'impact du renversement du colonel Kadhafi, orchestré par, comme nous le savons tous, par l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne, a été durement ressenti au Niger, pays frontalier de la Libye. Comme les autres pays sahéliens, le Niger a eu à subir des incursions de groupes armés islamistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, Daesh. Ces groupes ont mené de nombreuses et meurtrières attaques. Mais, à la différence du Mali ou du Burkina Faso, le Niger doit également faire face à des attaques venues du sud, de la part du groupe armé islamiste Boko Haram, du groupe nigérian Boko Haram, qui terrorise la population civile du nord-est du Nigeria depuis des années et qui n'hésite pas à faire de fréquentes et sanglantes incursions dans les zones frontalières des pays limitrophes, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad et le Niger, en particulier dans la région du lac Tchad. C'est donc ce pays cumulant les handicaps, situé dans cette bande sahélienne infestée par des groupes terroristes transfrontaliers, qui est en train de donner une leçon de démocratie et de transition pacifique au reste du continent, en pleine crise du Covid-19, laquelle crise servant trop souvent de prétexte pour renforcer des régimes déjà autocratiques ou dictatoriaux. L'élection présidentielle nigérienne a eu lieu le 27 décembre 2020 avec un second tour le 21 février 2021. Au premier tour, qui s'était déroulé dans le calme, 30 candidats étaient en lice, tous des hommes. Mohamed Bazoum, 61 ans, ministre de l'Intérieur et dauphin du président sortant, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président de 1993 à 1996, se sont qualifiés pour le second tour. Bazoum l'a finalement emporté au second tour avec 55,75% des suffrages. Fin de citation en ce qui concerne cet extrait de mon émission d'il y a 2 ans. Cette émission, je la concluais ainsi. Je me cite une nouvelle fois. Cette élection marquera la première transition de pouvoir démocratique au Niger en 61 années d'indépendance. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un président élu transmettra le pouvoir à un autre président élu. Il est un autre détail qui, d'un point de vue africain, rend cette élection remarquable. Le président qui sera investi le 7 mars 2021, Mohamed Bazoum, est issu d'un groupe ethnique ultra minoritaire au Niger, celui des Arabes Oulad Suleiman, que l'on appelle également Wassili. On trouve ce groupe principalement au Fezzan, la région saharienne du sud-ouest de la Libye. Au Niger, les Haoussa représentent 54% de la population. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, est lui-même un Haoussa. Dans ce pays, on trouve également des Arma, 18,2%, et des Songhai, 4%, qui occupent l'ouest du pays et constituent
ces deux groupes combinés, le deuxième groupe du pays, ainsi que les Touaregs, 11%, qui continuent à nomadiser dans le nord saharien, et aussi les Peuls, environ 10%, qui eux sont répartis dans l'ensemble du pays, ainsi que d'autres groupes ethniques très minoritaires, dont celui du président élu, qui ne représente que 0,04% de la population totale. Fin de citation. Vous l'aurez sans doute noté, chers auditeurs, ma conclusion à l'époque relevait un détail pour le moins frappant. Un candidat issu d'un groupe ethnique représentant 0,04% de la population était parvenu à se faire élire par 55,75% des électeurs. Ce résultat me donnait alors des raisons d'espérer que la vraie démocratie était en train de prendre racine au Niger et que d'autres pays du continent ne tarderaient pas à suivre l'exemple nigérien. Cependant, je savais qu'il fallait raison garder. J'étais conscient que le pouvoir de Mohamed Bazoum, un civil issu d'une ethnie ultra-minoritaire, ne pouvait qu'être extrêmement fragile, surtout dans un pays qui, depuis son indépendance, a connu tant de putschs militaires. Le soutien de son prédécesseur ne suffirait peut-être pas à conforter son pouvoir. C'est effectivement ce qui s'est produit, hélas. Le 26 juillet 2023, le chef de la garde présidentielle, un certain général de brigade nommé Abdourahmane Tchiani, sachant qu'il allait bientôt devoir partir à la retraite, a préféré prendre les devants en arrêtant le président qu'il était censé protéger et en le gardant prisonnier, je dirais même otage, à l'intérieur même du palais présidentiel. Il s'est donc agi, ce jour-là, d'un coup d'État pour convenance personnelle, sans objectif politique précis. Le chef putschiste a ensuite invoqué une situation sécuritaire dégradée, ainsi que le péril djihadiste pour justifier son putsch. Il s'agit là d'un mensonge éhonté, car sous Mohamed Bazoum, la sécurité dans le pays s'était améliorée, et elle est certainement bien meilleure qu'au Mali et au Burkina Faso voisins, deux pays ayant des juntes militaires à leur tête. Hélas, hélas, les autres chefs de l'armée ont fini par se rallier aux putschistes et une junte a été formée avec Tchiani à sa tête. Il est secondé par un ancien chef des forces armées nigériennes, le général Salifou Modi. La communauté internationale n'a pas reconnu le nouveau pouvoir, à l'exception du Mali et du Burkina Faso. Solidarité entre putschistes oblige. Tant les États-Unis que la France, qui disposent de bases militaires au Niger, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme djihadiste, reconnaissent toujours le président Mohamed Bazoum. Ils le reconnaissent comme président légitime du pays. Ces deux pays ont suspendu leur programme d'assistance au Niger, comme l'ont également fait l'Union européenne et les pays qui la composent et qui ont des programmes de coopération avec le Niger. C'est également la position de la majorité des États membres de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique occidentale, qui exige la libération du président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Cette organisation régionale avait même émis un ultimatum à l'intention des putschistes, réunis le 30 juillet à Abuja, la capitale du Nigeria, en sommet spécial. Les dirigeants de la CEDEAO avaient donné une semaine aux putschistes pour rendre le pouvoir aux autorités légitimes, affirmant ne pas exclure un éventuel recours à la force. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières
a également été décidé lors de ce sommet. C'est ainsi que le Nigeria a interrompu ses fournitures d'électricité à son voisin du Nord. Rappelons que le principal État membre de la CEDEAO n'est autre que le Nigeria et qu'il partage une frontière longue de 1497 km avec le Niger. Le Premier ministre ainsi que d'autres ministres nigériens se trouvaient à l'étranger lors du putsch du 26 juillet. Tous ont réaffirmé leur soutien au président légitime du Niger, Mohamed Bazoum. C'est également la position adoptée par plusieurs ambassadeurs du Niger, dont l'ambassadrice en France, qui est allée sur les plateaux de plusieurs chaînes de télévision pour dénoncer le putsch et rejeter la décision des autorités illégitimes de son pays de la démettre. À l'heure où j'enregistre cette émission, la crise nigérienne n'est toujours pas résolue. Les putschistes s'accrochent à leur pouvoir de fait, tout en tentant de rallier à leur cause la rue de Niamey en prenant des postures révolutionnaires et anticolonialistes alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. L'électricité se fait rare et les prix des denrées de base augmentent chaque jour, pénalisant les couches les plus pauvres de la population. Frontières fermées par la junte, aide internationale suspendue et échanges commerciaux avec ses voisins interrompus, privé d'un accès aux ports de l'océan. Le Niger, pays fragile, est au bord du gouffre. Une telle situation ne peut que ravir les groupes armés djihadistes, que ce soit ceux qui ravagent le Mali ou le Burkina Faso, que Boko Haram qui ravage, lui, le nord du Nigeria et les pays voisins. Nul doute que tous ces groupes risquent de profiter de cette opportunité pour se lancer à l'assaut du Niger et de ses populations, provoquant ainsi une nouvelle guerre qui ne se limitera pas à ce seul pays et qui risque de déstabiliser encore davantage toute la bande sahélienne, alors que le Soudan, à l'extrémité est de cette bande, sombre chaque jour un peu plus dans une interminable guerre entre chefs militaires avides de pouvoir et de richesse. Il faut donc espérer que les militaires putschistes reviennent au plus vite à la raison, qu'ils libèrent le président Mohamed Bazoum et qu'ils négocient avec lui le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, n'avait vraiment pas besoin de cet énième et stupide coup d'État militaire. N'est-il pas grand temps de réaliser que les porteurs de treillis et de casquettes, avec leurs communiqués démagogiques et mensongers, n'apportent jamais rien de bon, au Niger comme ailleurs en Afrique. Une démocratie, même imparfaite, un pouvoir civil, même faible et divisé, une société civile et des médias libres valent toujours mieux qu'un carteron de généraux. Je vous remercie, chers amis auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.